est-ce qu'on reparle un petit peu quand même d'une bataille après l'autre, même si voilà, il y a l'émission qui s'est déroulée, qui s'est passée, avec les invités qui étaient super, je vous invite à la voir. J'ai quand même des petits trucs à regarder, j'ai quand même des petits trucs à voir, j'ai quand même des petits trucs à dire dessus. Notamment, je sais que voilà, j'en parlais un petit peu, mais une bataille après l'autre, adaptation non officielle, enfin non officielle, adaptation officielle, mais en même temps très libre, de Vineland de Thomas Pynchon. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé d'à quel point il y avait plein de trucs dans le bouquin que moi j'attendais énormément, parce que je me dis que c'est un bouquin qui, mine de rien, est assez dur à appréhender, il y a beaucoup de choses à voir dedans, etc. Maintenant, je trouve que il y a aussi, il y avait aussi beaucoup de craintes que j'avais, qui sont plutôt dissimulés, qui sont plutôt dissipés avec le temps. Et en vrai, bah, du coup, pour parler d'une bataille après l'autre, ça raconte l'histoire de Bob Ferguson, ex-révolutionnaire militant terroriste d'extrême gauche, hein, je pense qu'on peut se le dire, qui prenait la révolution, qui depuis s'est rangé parce que, bah, en gros, il s'est fait trahir par sa compagne de l'époque, avec qui il a eu une fille. Et depuis, ben, il s'est rangé parce que il doit faire profil bas, en fait, parce qu'il est recherché par les autorités, et notamment par un certain Stephen Lockjaw, colonel Stephen Lockjaw, joué par un fantastique Sean Penn, qui veut retrouver sa fille, et qui veut savoir si c'est la fille de Bob Ferguson, ou si c'est la fille de Stephen Lockjaw. Donc voilà. Et il se trouve que c'est le gros film de l'année. Je pense qu'on peut se dire, c'est le gros film vraiment le plus important en termes de blockbuster américain, avec Avatar 3 évidemment, mais Avatar, on sait que ça sera un gros succès en salle, etc. Ça bien sûr, mais une bataille après l'autre, on peut se dire que c'est le blockbuster de l'année dans le côté Furiosa. C'est-à-dire que il y a 2 ans, c'était Furiosa qui sortait en salle. Et tout le monde se disait, bon, bah là, c'est le gros film de. Non, c'était l'année dernière. C'est l'année dernière, pardon, Furiosa. Mais tout le monde se disait, ok, bon, bah Furiosa, c'est le blockbuster de l'année. C'est celui qui est le mieux fait, etc. Tout comme il y a 2 ans, c'était Oppenheimer ou Killers of the Flower Moon, selon votre orientation politique. mais, mais voilà, mais là, en tout cas, on sait que c'est celui-là. Avec également Sinners, hein, qui fait partie de toute manière de toute cette filiation de films qui sont assez blockbusters d'auteur. C'est quand même un genre très particulier et très dur également de plus en plus dur à voir, hein, quelque part. Ils ont parlé de l'émission de réalisation en trucage, bah, je suis très content, merci à eux. Et SO évidemment à réaliser son trucage, hein, bien sûr. Mais en tout cas, moi j'ai pas trop le temps malheureusement d'écouter des podcasts, mais je sais qu'on m'en envoie parfois quand quand on parle de moi dans certains podcasts, et je suis très content, je suis toujours très content. Mais j'écouterai réaliser son trucage, cette émission. Et du coup, il y a quand même ce truc où une bataille après l'autre, ça fait partie de toute cette filiation de films qu'on fait plus, finalement, de films ou du moins qu'on fait moins, de blockbusters d'auteurs, où vraiment ça n'existe plus de donner 100 millions à un auteur comme ça américain. Sachant que, encore une fois, et c'est un truc, je le mentionne dans l'émission, une bataille après l'autre coûte plus cher que tout ce qu'a rapporté jusqu'ici sur le sol aux États-Unis au box-office, tous les films de Paul Thomas Anderson. Parce que rappelle quand même que c'est un gros pari, c'est une bataille après l'autre, c'est que tous les films de Paul Thomas Anderson ont plus ou moins bidé. Sauf 2 d'entre eux qui sont Boogie Nights et je crois There Will Be Blood. Vraiment, c'est-à-dire que si on regarde dans la bio de Paul Thomas Anderson, sachant que, encore une fois, à chaque fois, pour le box-office, il faut toujours se voir 2 fois plus que le budget, etc. Et si on regarde dans réception générale box-office, ce qu'on observe, là j'ai mon mode sombre, mais ce qu'on observe, c'est que Boogie Nights a bien marché, Magnolia est plus ou moins un échec commercial, Punch Drunk Love n'a pas marché, There Will Be Blood a bien marché, The Master Inherent Vice, The Master Inherent Vice ont bidé, ont fait moins que leur budget au box-office, mondial, au box-office mondial, hein, bien sûr. Et Phantom Thread ne s'est pas remboursé, et Licorice Pizza a bidé. Donc là, c'est quand même assez compliqué de regarder une bataille après l'autre comme autre chose qu'un immense pari, et que presque un suicide de la part de Warner Bros. Sachant que Warner Bros, là, ça fait quand même, ils ont un track record, enfin, ils ont établi un record récemment, parce qu'ils ont eu 7 films qui ont ultra bien ouvert au box-office. Notamment, c'était Weapons, c'était oui, c'était Destination Finale. Je suis bête, je sais plus. C'était Minecraft le film, c'était plein de films comme ça qui ont
super bien démarré au box-office, Sinners également, qui ont super bien démarré au box-office, et là, bah, le record va visiblement se briser avec une bataille après l'autre, parce que apparemment il va bider. Donc voilà, c'est un petit peu dommage hein, d'ailleurs pour ce film-là, parce que... Mais par contre, là où je soutiens la démarche quand même de Warner Bros, c'est que ils sont quand même allés à fond là-dedans. Principalement parce qu'il y a DiCaprio dedans, parce qu'ils savent que DiCaprio c'est un nom qui fait vendre, hein, évidemment. Mais il y a quand même ce truc où ils sont allés à fond là-dedans, ils se sont engouffrés là-dedans. Et au moins pour ça, on peut... Alors, Warner Bros, il y a énormément de problèmes. Merci beaucoup Nanachitos pour les subs. Je vous rappelle que les subs, les bits, permettent de financer les grosses émissions comme on a fait avec cette émission spéciale Paul Thomas Anderson. Mais il y a quand même ce truc où Warner Bros, il y a énormément de problèmes en interne, etc. Avec la politique qu'ils ont, tout ça. Mais on peut au moins saluer quelque chose, c'est qu'ils essayent un minimum de donner de la thune à des auteurs et à des artistes. Il y a quand même ce truc-là où... Moi, c'est ce que je vois vraiment, c'est qu'ils essayent vraiment de donner énormément de thunes à des artistes. Pas nécessairement des 250 millions, ce qui est plutôt cool, c'est que... Enfin, moi, j'ai vu des critiques comme ça qui disaient que, au moins, des films comme Une bataille après l'autre, Sinners également, et d'autres, hein, bien sûr, qu'ils ont pu financer précédemment, Weapons aussi, au moins, on n'est plus dans cette opposition entre soit t'es un auteur, un artiste indépendant qui fait des films à moins de 10 millions, comme aux États-Unis ça se fait énormément, ou peut-être aller à 20-30 millions max. Soit tu fais des films gros blockbusters, mais là du coup on te donne plus de 200 millions, 250 millions. Bah là au moins Warner Bros ils se disent allez on va donner 100 millions, on va donner un peu moins, on va donner selon les moyens de la personne, selon ce qu'il a envie vraiment de faire. Donc du coup, tant mieux. tant mieux. Du coup, les deux directrices qui proposent des risques vont sauter. Comment ça? J'ai pas compris. Matrix 4, Furiosa, Une bataille après l'autre. Merci pour les travaux Warner. Voilà. Et au moins... Après, moi, vous savez de toute manière que le film beat, que le film marche, je m'en fous. Tant que le film existe, je suis content. Et moi, je suis content ne serait-ce que de voir que Une bataille après l'autre existe. Ne serait-ce que ça, moi, je suis très content, je suis très heureux. Donc, ne serait-ce que pour ça, je remercie quand même Warner Bros à ce niveau-là. Pourquoi pas? Si Warner lâche pitié, je pense qu'il pourra toujours trouver des financements tellement il est devenu incontournable. Mais c'est presque quelque part, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait l'émission, je l'ai mentionné évidemment, c'est que je trouve que en vrai, une bataille... Paul Thomas Anderson, il est bizarre. Parce que quasiment tous ses films ont bidé. T'as pas l'impression que ce soit le cinéaste le plus populaire. Mais pourtant, il est adoré par tout le monde. Et ça, c'est un truc où en vrai, je pense qu'il joue beaucoup sur un côté culte, quelque part, de Paul Thomas Anderson. Et sur un aspect où c'est tellement vu comme le réal préféré de ton réal préféré, entre guillemets, que qui joue vraiment là-dedans pour se dire... Bon bah on va vendre ce film là comme le retour de Paul Thomas Anderson dans la modernité, le retour de Paul Thomas Anderson à notre époque moderne, et en même temps parler de tout ça, parce que bah, du coup ça faisait 5 films qui faisaient que rentrer dans le passé. Donc là-dessus moi je trouve que c'est... et je trouve alors, pour faire une vraie critique hein, du film, quel retour dans la modernité, on le mentionnait mais... Cet aspect de parler du progressisme et du côté, avec notamment cette scène là, la critique des libéraux et du côté mou des libéraux progressistes, démocrates, etc., gauchistes aux États-Unis, je trouve qu'elle est quand même... alors, je sais que voilà, y a beaucoup de rapprochements par rapport à Eddington. Eddington ne dit pas la même chose. C'est un petit peu ça aussi où je trouve que les gens sont assez brutales avec leur appréciation de Eddington, etc. C'est que je trouve que Eddington n'aborde absolument pas le même point de vue. Leonardo DiCaprio dans ce film-là, Bob Ferguson, c'est un acteur direct. C'est un mec qui a été un acteur direct de cette révolution. C'est un mec qui est présent, qui a vraiment été dans les bails, j'ai envie de dire. Là où Joe Cross dans Eddington, c'est vraiment un observateur du monde qui est en train de se dérouler, du monde qui est en train de se faire, et qui suit le sens du vent progressivement. Mais le vent ne fait que changer, la girouette ne fait que bouger de direction, et donc quelque part il a cet aspect où c'est juste un observateur parmi tant d'autres. Dans Une bataille après l'autre, il est beaucoup plus investi, et c'est là aussi où c'est très différent, bien sûr. Et oui, non mais la première demi-heure est dans le passé, mais bon, c'est un flashback assez long. Et encore, la première demi-heure de souvenir, hein, le début est assez rapide. Hein, le début, je crois que c'est une vingtaine de minutes, et après tu passes dans le présent. Hein. Donc clairement, c'est aussi ça.
Ses films sont peu sélectionnés en festival européen, non. Il a quelques récompenses. Alors, il a eu prix de la mise en scène pour Boogie Nights ou Magnolia ou Punch Drunk Love, je sais plus, un de ces trois-là, à Cannes. Mais il a quelques récompenses, mais est-ce qu'il n'est pas légèrement surcoté pour compenser l'absence d'auteur chez les Ricains? Ben, en fait, je pense qu'il y a de ça, parce que, encore une fois, et pareil, c'est un truc qu'on mentionne, il a jamais eu l'Oscar pour lui-même. C'est toujours des gens qui l'ont eu à sa place, entre guillemets. Il y a eu meilleur acteur pour Daniel Day-Lewis. Je crois que Philip Seymour Hoffman était nommé pour un de ses films précédemment, peut-être The Master. Il a eu meilleur costume, meilleur décor pour certains films, ou meilleure musique, je sais plus, des trucs du genre. Mais c'est pour ses films, c'est pas pour lui. Il a jamais eu meilleur film. Je pense que là, par contre, il l'aura sur celui-là. Je vois pas tellement quelle ombre il peut avoir. Encore une fois, on le mentionnait. Peut-être que le Panahi, peut-être Sinners aussi, hein, c'est possible. Mais je pense vraiment qu'il va l'avoir sur celui-ci. Et parce que, encore une fois, je vois pas tellement de concurrence dans le cinéma américain. Hein. Je vois pas tellement qu'est-ce qui pourrait l'avoir. Et je pense que effectivement, il y a vraiment ce côté où les gens trouvent qu'il est trop sous-coté parce que effectivement, bah encore une fois, il a bidé, il a jamais été vraiment récompensé. Et vas-y, c'est bizarre. Enfin, c'est un peu pour ça que c'est le chouchou de beaucoup de gens, hein, ce Paul Thomas Anderson. Et du coup, voilà, il y a une grosse critique vraiment dans l'émission avec une partie spoil, une partie no spoil, etc. Il y a quand même ce truc où j'ai quand même des petits trucs à rajouter. Je sais qu'à un moment, je mentionne dans l'émission le côté... comment dire? Le côté où ça parle aussi de cette révolution qui n'existe plus. Alors, je sais que je le mentionne également en grande partie parce que bah, dans le bouquin, c'est un aspect qui existe énormément. C'est un aspect par rapport au bébé, vraiment tac, c'est où déjà que ça le mentionne? Tac, là, il y a les barricades. La maternité, voilà. Ça le mentionne par rapport au rapport à la maternité que peut avoir le personnage du coup de Frénésie, qui là du coup s'appelle Beverly Hills, qui est présent au tout début et qui en fait après disparaît dans l'intrigue normale. Et je sais que c'est un aspect qui est beaucoup plus développé dans le bouquin et peut-être que j'ai beaucoup projeté. Mais en fait, après, je me suis souvenu d'une scène qui est très pertinente, qui arrive au début, c'est pas un spoil. C'est en gros un moment où t'as Bob Ferguson qui va à la réunion parents-prof, en gros. Et on lui dit: ah, votre fille, elle travaille super bien à l'école, elle a des super notes, elle est ultra attentive en cours, etc. Et là, il se met à chialer. Et en fait, il dit: ah, c'est des larmes de joie. Mais en fait, on comprend, nous, que c'est pas du tout des larmes de joie. C'est des larmes de se dire que ce rêve révolutionnaire qu'il avait, il n'existe plus. Et que tout le monde est bien rangé, tout le monde est très carré dans ses cases. Et que c'est plus possible de faire cette révolution. Parce que même sa fille n'est pas du tout révolutionnaire. Même sa fille n'en a rien à foutre. Elle lui désobéit, etc. Elle fait plein de trucs. En même temps, elle a raison, hein, bien sûr. Mais même sa fille n'en a absolument rien à foutre de la révolution et veut justement être rangée. Et ça, moi, je trouve que c'est le truc qui est, pour moi, le plus intelligent dans Une bataille après l'autre. C'est tous ces petits trucs qui se passent par moment et ces petits doutes qu'il y a également. Notamment, je pense également au personnage de Stephen Lockjaw, où à un moment il doit tuer quelqu'un, mais il n'a pas d'état d'âme pour le faire, et du coup il le donne à... et c'est ça qui est beau, enfin c'est ça qui est beau, c'est ça qui est bien fait, c'est que c'est un raciste notoire, etc. Il déteste tout le monde, mais bah forcément il a besoin de se débarrasser d'un corps, et il n'a pas envie de le faire lui-même, il n'a pas envie de se salir les mains, parce que oh, il n'a pas envie, à cause d'état d'âme, etc. Bah du coup il le confie à une personne racisée. Genre vraiment, ça je trouve que c'est des trucs qui sont ultra intelligents. Et en fait moi ce que j'ai adoré dans Une bataille après l'autre, c'est que certes c'est ultra extravagant, c'est voilà, c'est un blockbuster hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de subtilité aussi dans le film. Et ça c'est un truc, je ne pensais pas retrouver ça dans un film blockbuster états-unien qui sort en 2025. Je pensais pas retrouver autant de subtilité. C'est pas non plus le film le plus subtil du monde, mais il y en a quand même. Et je me suis dit, putain, ça fait plaisir de voir ça, parce que c'est un truc qu'on oublie, que les blockbusters de plein d'auteurs, de grands auteurs américains, avant, ils étaient, quand même, ils avaient un peu, c'est pas qu'ils avaient des couilles, c'est que avant, ils étaient quand même un minimum subtils par moment, et ils essayaient de faire passer des messages dans une ou deux scènes comme ça. Et là, la toile de fond, avec cette sorte de troisième guerre mondiale, ce rapport à l'autorité, ce rapport
au... comment dire, ce rapport avec... ce rapport à la révolution également. Je trouve que tout est intelligent dedans. Et je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont malins. Et après voilà, il y a des trucs un peu trop peut-être franc du collier, j'ai envie de dire, des trucs du genre. Je sais que j'en ai discuté avec Grimm notamment du film. Il y a quand même ce truc où c'est... En fait, par rapport au blockbuster moderne, c'est un peu le même avis que j'ai par rapport à Avatar 2. Parce que je trouve qu'Avatar 2, voilà, il y a plein de défauts, il y a plein de problèmes, évidemment. Mais je me dis, putain, si le blockbuster moderne, c'est ça son niveau tout le temps, ah, banco, j'en prends tout le temps. Vraiment. Contrairement à beaucoup de blockbusters, là je vois où est passé le budget et pas que dans le cast. Mais oui, pourtant, DiCaprio il a pris 20 millions, enfin voilà quoi. Mais quand même, je vois le budget. Et je veux dire, c'est le reproche que j'avais fait typiquement à Joker 2, c'est de me dire, mais je ne vois pas le budget. Je sais pas où il est passé, mais je ne vois pas le budget. Vraiment. Est-ce que c'est le sujet qui a fait bider? Genre Once Upon a Time in Hollywood, ça montre l'univers des stars, ça intéresse les gens. Ici, la lutte contre le système, c'est le rejet. Je pense pas nécessairement, je pense qu'il y a un truc à faire par rapport à aujourd'hui. Je pense qu'il y a... vraiment un truc avec la Gen Z notamment. Et c'est un film, encore une fois, il arrive au pile au bon moment. Et à ce côté où c'est un film post-Trump qui aborde vraiment ce côté, ce sujet de l'immigration, hein, de manière très franche, hein, bien sûr. Et ce sujet de la révolution également. Et ce sujet de la révolte, évidemment. Et en même temps, je trouve que c'est un film qui aborde plein de sujets intemporel également. La révolution, c'est un sujet intemporel, mais qui rentre également dans sa temporalité et dans son temps et dans son époque, quoi. Et ça, là-dessus, je trouve que c'est trop bien fait, hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça, j'en parle rapidement, parce qu'en soi, il y a déjà toute l'émission qui est dessus. Mais je trouve que, encore une fois, c'est le blockbuster de l'année, hein, ça c'est sûr et certain. Je me demande si Avatar 3 va réussir à faire mieux, en termes vraiment de qualité pure de blockbuster. J'adore Avatar, j'adore James Cameron et je lui fais confiance quand même, hein. Mais voilà, je me demande quand même. Je pense que là, il a de la compétition, quoi. Et clairement, pour moi, il est en route vers les Oscars, il va le gagner, et puis voilà, quoi. C'est ça le truc. Ensuite, du coup, moi, je suis curieux également d'un autre film. J'étais curieux d'un petit film, là, cette semaine. C'est Classe Moyenne. Alors, je voyais de la bande-annonce constamment. Je me disais, ok, ouais, vas-y, pourquoi pas. Allez. Et je voyais tout ça, je me disais, allez, bon, classe moyenne, ça a l'air un petit peu sympathique. J'aime bien Laurent Lafitte, j'aime bien Ramzy, j'aime bien surtout Laure Calamy. Et j'aime bien aussi Elodie Boucher, mais pas plus que ça. Je sais qu'il y a Noé Habitat dedans et Sami Outalbali. Sami Outalbali, je le connais moins, mais Noé Habitat, je l'ai déjà vu dans le roman de Jim et je l'avais adoré. Donc voilà, je me dis, bon casting, vas-y, pourquoi pas. La bande-annonce me donne un petit peu envie. Allons-y. Et bah j'ai adoré. C'est un petit peu le problème. Enfin, je sais qu'il y a ce connard de Iriva là, qui est dans le chat parfois, qui m'a dit, enfin parce que j'ai mis 9 je crois sur Sens Critique, et qui m'a dit putain mais tu veux vraiment être sponsorisé par le distributeur, un truc du genre. Non, j'ai vraiment purement adoré. Alors je trouve il y a plein de problèmes avec le film, voilà, il y a des petits soucis, tout ça. Mais authentiquement, j'ai adoré. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que autant voilà, en termes de mise en scène, c'est bien fait, c'est sympa, enfin voilà, c'est fonctionnel. J'ai envie de dire c'est fonctionnel. Mais par contre, moi ce que j'ai adoré, c'est toute l'écriture. Toute l'écriture des personnages. Je trouve que c'est un film... Alors, je sais que beaucoup de gens l'ont comparé à Parasite, et il y a quand même ce truc où ça se rejoint évidemment. Classe moyenne est dans le sillage de Parasite, et dans le sillage de Robin Östlund, et dans le sillage de plein de films comme ça qui parlent de lutte des classes. Sans chichi et qui en parle à chaque réplique, j'ai envie de dire. Et là, je trouve que Classe moyenne, si je devais donner les meilleurs compliments possibles au film, c'est que c'est un film, c'est Parasite, mais en film français. Ce qui en rend automatiquement un bon film. Parce que nous, les sujets de lutte sociale et de lutte des classes, c'est vraiment le truc qu'on a, qu'on maîtrise à fond, j'ai envie de dire. Et je trouve que là-dessus, on est dans un film où, en fait, chaque réplique transpire la lutte des classes, et chaque réplique transpire le mépris de classe particulièrement, de la part de Laurent Lafitte, de la part de Elodie Boucher, où ça se sent vraiment que les personnages sont totalement déconnectés de la réalité, et où ça le fait avec un humour qui, moi perso, me touche énormément. Je trouve que c'est super bien fait à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a vraiment un truc où l'humour du film, il est
En fait, on va jamais s'arrêter sur une vanne et ça va toujours être un truc où on va purement comment dire? Purement vraiment se... ah, comment dire? On va purement laisser les blagues se faire et laisser la salle rigoler et même le film va continuer malgré tout. Et on va jamais faire un silence un petit peu gênant, un truc du genre, en mode ah là c'est le moment pour rigoler. Ce qui vraiment pour moi rejoint le fait que c'est une expérience à vivre en salle ou c'est une expérience à vivre ensemble et avec des gens. Parce que clairement c'est un film à regarder avec énormément de gens et dans une salle qui est pleine. Et je vous invite vraiment à le regarder en salle. Parce que vraiment, le moment de rejet que je pourrais avoir, c'est l'honnêteté du propos, mais sinon, je veux bien croire que le film est cool. Bah, je trouve que le film, ça se voit que c'est fait par quelqu'un qui déteste les riches. Enfin, vraiment, qui déteste les bourges, qui déteste les riches. Ce que vous voulez, j'ai envie de dire. Mais je trouve qu'à ce niveau-là, c'est super, super bien fait. Et je trouve qu'il y a un vrai truc où le, la- la- moi, ce que j'ai adoré particulièrement, c'est le personnage de la fille qui, en fait, se veut. Et moi, c'est ce que j'ai adoré, c'est que la fille du couple riche se veut subversive et se veut vraiment je ne serai pas comme ma mère, je ne serai pas comme mon père, tout ça. Mais en même temps, tous ces réflexes de classe se voient dans chaque réplique. Et c'est vraiment, je trouve qu'il y a une intelligence dans l'écriture de classe moyenne que j'ai rarement vu dans un film de cette année. C'est-à-dire que clairement, moi, je trouve qu'à chaque réplique, il y a quand même une lutte des classes qui se revoit et qui se voit et qui se sent dans la chair. Et en même temps, qui est abordé avec humour. Typiquement, il y a un running gag qui est présent dans le film, où en gros, et c'est noté dans le film, et une fois que c'est noté, c'est vrai qu'on ne voit que ça. Et c'est là où je trouve le film très intelligent, c'est que une fois qu'on note et qu'on a ce recul pour voir le fait qu'il y a une lutte des classes qui est présente et qui est surprésente et qui est ultra gênante, une fois qu'on le voit, on ne voit que ça. Et quelque part, moi je trouve que c'est là aussi la beauté du cinéma, c'est de pouvoir se rendre compte d'une lutte des classes et de mépris de classe en fait. Parce que typiquement, il y a un moment où le personnage de Mehdi, joué par du coup Sami Talbali, en fait, il dit bon appétit. Et en fait, on le sait, parce qu'on voit les plans, on voit les réactions des gens, on le sait que bon appétit, ça ne se dit pas. Et Mehdi, lui, ne le voit pas. Et c'est noté plus tard par un des personnages qui dit ouais, il faut pas que tu dises bon appétit, ça se dit pas. Mais on le sait juste en regardant les regards, en étant fixé sur les regards des personnages, que c'est pas ce qu'il se dit et qu'il a fait une boulette. Mais lui, il ne le voit pas et les autres ne vont pas le noter pour lui, etc. Et c'est là, je trouve, la beauté, c'est que, en fait, typiquement, il y a un running gag qui ressort très souvent, c'est que les bourges, du coup, ne font que utiliser des locutions latines. Dire sine qua non, in fine, in extremis, tout ça. Moins in extremis, mais des trucs comme ça, ils font que dire ça. Casus belli, etc. Ils font que dire ça. Et en fait, les premières fois que ça arrive, tu dis oui, bon, ok, il parle comme ça. Et après, il y a un personnage qui note à l'autre. Putain, il a encore sorti des locutions latines. Et à côté, du coup, dès qu'il y a une locution latine qui arrivera plus tard dans le film, toute la salle rigole parce que tout le monde se dit c'est vrai qu'ils font que dire ça. Et en fait, je trouve que le film, il est très intelligent dans comment il voit ce qui est visible à l'écran et ce qui ressort vraiment de l'intrigue. Je trouve qu'à ce niveau-là, vraiment, il est très très malin. Et je le recommande vraiment. Peut-être que je max, hein, c'est possible. Hein. C'est possible que je max vraiment le film. Mais je trouve que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi malin. Je m'attendais à un film très sympa. On m'avait vendu ça comme un film très sympa. Mais je trouve que les performances. Alors, d'ailleurs, voilà, les performances des gens sont Enfin, Laure Calamy est exceptionnelle, même si elle est moins présente que beaucoup des persos dans le film. Mais alors Laurent Lafitte, toujours génial. Elodie Boucher qui se révèle vraiment dans ce film-là comme une actrice vraiment un peu sur le déclin, etc. Tout un propos par rapport au fait où elle a joué des personnages de prolo, mais elle n'a jamais été prolo. Et du coup, comment elle aborde ça par rapport au personnage de Laure Calamy qui elle, du coup, a vu un film à la télé où elle joue dedans, etc. Des trucs du genre. Et typiquement, moi, il y a une scène aussi, je vais parler de cette scène-là. Il y a une scène où t'as du coup le personnage de la fille du couple de Bourges qui est actrice et qui ne sait pas exactement comment elle va son nom de scène, est-ce qu'on reprend le nom de sa mère, mais en même temps du coup elle est une fille d'eux, etc. Est-ce qu'on reprend le nom de son père, mais le nom de son père il fait pas assez
Bourges, entre guillemets. Est-ce qu'elle reprend le nom de... Est-ce que juste elle se présente sous son prénom, juste sous Garance, etc. Et il y a une scène où en fait elle dit ah mais je dois pleurer et moi j'ai jamais réussi à pleurer, c'est ma grande angoisse, tu sais, c'est ma grande angoisse, c'est que je ne sais jamais pleurer, ne serait-ce que ce dialogue là moi je trouve que c'est incroyable, mais sachant qu'à côté son mec lui a d'autres galères bien sûr, et je trouve que la beauté de la chose c'est qu'il y a une scène où elle est censée pleurer et où en fait sa mère la conseille, etc. Et lui montre, enfin lui raconte le fait que une histoire en mode imagine que tu es dans un chenil, que tu dois sélectionner un chien, etc. Mais que tu sais que tu ne peux pas sélectionner les autres et tout ça. Et du coup, Elodie Boucher, ses larmes commencent à monter. Mais même, du coup, il y a son mec qui est à côté et qui, et en même temps, il y a la musique classique qui passe pour se concentrer sur la musique, tout ça. Et t'as son mec qui en même temps, du coup, lui aussi, il chiale. Mais la fille, c'est la seule à ne pas chialer dans toute cette scène-là. Et où elle te demande, mais tu penses vraiment que j'ai jamais rien vécu d'horrible, de traumatisant? Oui. Et c'est un peu le propos qui est dit dans le film, sans le dire ostensiblement. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de non-dits dans le film. Et il y a beaucoup de moments où en fait ça va juste jouer sur des silences, juste jouer sur des petits moments où on sait pas, enfin, où on devine un petit peu les intentions des personnes, etc. Et je trouve que là-dessus, le rapport pareil à la violence et à la violence physique, vraiment, je trouve qu'il est top notch. Vraiment. En fait, moi, je vous avoue que ce qui m'a choqué devant le film, c'est de me dire que euh, c'est des discours que j'entends tout le temps, mais les voir à la télévision, enfin les voir à la télévision, les voir sur l'écran de cinéma, les voir comme ça, et avec toute la salle qui rigole, je me suis dit, putain, tant mieux, parce que vraiment tout se propose sur la violence de classe, sur la violence symbolique, sur en même temps le corps des prolétaires, etc., sur les petites violences, tout ça. Moi voilà, j'ai lu du Pinson Charlot, voilà, je connais, mais le voir à l'écran comme ça, je ne peux que adorer, je ne peux que adorer. Et c'est vraiment ça, oui, où, encore une fois, ça transpire à chaque réplique, quoi. C'est pas un truc où il y a quelques scènes qui sont super chouettes à ce niveau-là. Typiquement, c'était ce que je disais sur Triangle of Sadness. Je trouve qu'il y a quelques scènes sympas dedans qui expriment ce mépris de classe, etc. Mais je trouve que là, chaque réplique, ça transpire de tout ça, quoi. Et je trouve que là-dessus, c'est super, super bien fait, quoi. Ensuite, du coup, put your soul on your hand and walk. Mettez votre âme sous votre main et marchez. Gros film qui est très important, évidemment, très important à voir aujourd'hui, par Cépidé. Je sais plus exactement, pardon, le nom de la réalisatrice, faut que je le retrouve de suite. Mais gros film important et que j'attendais énormément parce qu'il avait été diffusé à Cannes dans le cadre de Acid. Et c'est du coup, tac tac tac, film du coup par Sepideh Farsi, qui est une réalisatrice iranienne née à Téhéran et qui ne peut pas retourner à Téhéran, qui avait fait déjà un film qui s'appelle La Sirène, que j'ai pas vu malheureusement. Moi, c'est mon premier film que je vois de Sepideh Farsi. Et du coup, bah c'est alors c'est un film sur du coup une photojournaliste palestinienne qui s'appelle Fatma Assouna. Alors et du coup sur cette communication qu'il y a entre Sepideh et Fatma pour savoir comment ça se passe dans la bande de Gaza, puisqu'elle habite, alors je sais plus exactement où elle habite au sein de la bande de Gaza, mais elle habite dans la bande de Gaza, et elle habite à Gaza en tout cas, et du coup, en tout cas elle habitait à Gaza, puisque moi là où je recommanderais évidemment éternellement le film, c'est que, comme certains le savent évidemment dans le chat, on a parlé ici lors du Festival de Cannes, le film a été distribué, enfin a été projeté à Cannes dans le cadre de la projection Acide, et je crois 2 jours avant le Festival de Cannes, peu après l'annonce que le film serait à Cannes, Fatma Assouna a été tuée par un missile israélien, et donc voilà, il y a eu un hommage très bancal au Festival de Cannes où ça a dit elle a été tuée par un missile et maintenant elle est éternelle. Bon, alors déjà ne pas mentionner d'où vient le missile, comme si un missile était apparu comme par magie. Et, et ne pas mentionner le fait que c'était que bah du coup c'est effectivement extrêmement tragique quand même qu'elle soit décédée. On aurait tous aimé qu'elle soit présente à Cannes pour voir ce film là. Et moi alors c'est un film où je sais qu'il y a eu des débats sur le Discord, notamment c'était Terragno qui est souvent présent ici, qui a pas aimé le film et qui a trouvé le film assez abject. En fait je comprends les retours qu'il peut y avoir parce que alors moi
j'ai adoré le film, évidemment. En fait, ce que j'ai adoré dans Put Your Soul in Your Hand and Walk, c'est que ça parle de ce sentiment d'impuissance qu'on peut avoir face à ce qui se passe hein, partout dans le monde. Hein, bien sûr, là, ça parle de Gaza, bien sûr, mais on peut parler évidemment de l'Ukraine, on peut parler du Yémen, du Congo, on peut parler d'énormément de pays comme ça qui sont en guerre. On ne sait pas quoi faire en fait. Et ce que j'ai adoré, c'est que c'est un film qui ne filme quasiment que des écrans. C'est un film qui ne filme quasiment que des écrans de téléphone, des télévisions. Et donc il y a un rapport assez dissociatif à ce qui se passe. Et en même temps, on a tous un rapport en Occident assez dissociatif par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment un grand film sur justement ce sentiment de lointain et de ne pas pouvoir vivre ça. Quelque part heureusement, hein, bien sûr, qu'on ne vit pas ça. Mais comment est-ce qu'on ressent cette peine-là? Comment est-ce qu'on ressent la peine que les Palestiniens ont à vivre en fait et à essayer de vivre? Comment est-ce qu'on peut ressentir ça, sachant que c'est impossible de le ressentir de notre côté. Et en fait, je trouve que alors le génie de ce documentaire-là, c'est évidemment la personne de Fatma Assouna, qui est rayonnante constamment et qui en fait va prendre notre main également. Alors c'est un peu d'ailleurs en réponse au titre du film, mais qui va en fait constamment prendre notre main, sourire face à tout ce qui se passe et malgré tout ce qui se passe, et en fait constamment avoir de l'espoir, ce qui rend le film d'ailleurs bouleversant, c'est que bah, cet espoir-là, au final, pourquoi? Au final, pour finalement ne plus pouvoir avoir de l'espoir finalement à la fin. Et je trouve que là où je trouve le film vraiment très pertinent, c'est qu'en fait tous ces proxys qu'on peut avoir pour vivre à notre échelle, écouter à notre échelle le génocide palestinien et écouter à notre échelle tout ce qui se passe là-bas, c'est qu'en fait il y a énormément de problèmes de connexion, on n'a que des conversations partielles, on a tout un art du montage qui en fait montre que on ne voit pas tout ce qui se passe, et donc ça fait que en fait on va construire une réalité qui est très partielle en fait, et justement c'est assumer qu'on ne va pas pouvoir vivre exactement ce qu'ils vivent, on va pas pouvoir ressentir exactement ce qu'ils vivent, ne serait-ce que parce que la réalisatrice n'est pas palestinienne, on est sur un témoignage unique d'une personne avec parfois ses amis qui viennent au passage pour parler également. On est sur quelque chose où en fait on ne va jamais pouvoir vivre exactement comme la personne, comme Fatma Assouna vit de son côté. Donc il y a quand même ce truc où je trouve que ça reste un film qui est ultra important à regarder, ne serait-ce qu'aussi pour ce sentiment quelque part, et c'est un truc qui est sain. Moi je vois la critique qu'il peut y avoir, mais c'est un truc qui est très sain d'être gêné devant le film, d'être gêné, de se dire je ne peux pas faire plus que ça. Et le film justement essaye de déconstruire ça, essaye de dire c'est quand même important d'écouter, et c'est pour ça que moi personnellement je conseillerais évidemment de le voir. Je sais qu'il est distribué dans très très peu de salles, ce qui est d'ailleurs je trouve assez dégueulasse de distribuer dans très très peu de salles. J'imagine que c'est peut-être aussi parce que bah, c'est un documentaire, les documentaires historiquement ça se diffuse dans très peu de salles hein, bien sûr, mais je me dis qu'il y a tout de même un truc où je conseille vraiment, si vous avez la possibilité de voir ce film là en salle, parce que c'est une expérience qui est très éprouvante mais qui est nécessaire. On dit souvent tel film est nécessaire, tel film est machin. J'aime pas la notion de film nécessaire. Je sais qu'il y a eu ça autour de Muganga ou Mugangu, je ne sais plus, qui vient de sortir avec Isaac de Bacolé, enfin voilà, et Vincent Macaigne. Mais je sais qu'il faudra que je le voie parce que on m'en parle comme d'un film important. Ça a l'air très bien. En plus, ça a l'air très bien et tout. Ça a l'air bien fait. Mais je sais que j'aime pas trop cette notion de film important. Mais là, je pense quand même que Put Your Soul in Your Hand and Walk, on peut dire que c'est un film important et que c'est un film à voir en salle assez impérativement, ne serait-ce que pour soutenir. Parce qu'il y a quand même ce truc où c'est un film où, effectivement, je pense pas qu'on en verra. Comment dire? Je pense que c'est des films qui sont assez solitaires dans leur coin, on n'en voit pas beaucoup, hein, mine de rien, des films qui traitent de ce conflit-là. Là, il y a eu toute une vague parce que bah, forcément, en réaction 7 octobre et le temps que des films se fassent, 2 ans après à peu près, ça commence à sortir. Mais c'est sûr que je comprends que les gens soient gênés, et je réponds juste à ton commentaire, Anthony Brouillard, par rapport au point de vue de la réalisatrice et les moments auto-centrés avec elle, notamment de sa vie à elle. Ouais, c'est ça, bah,
En fait, moi, c'est ça qui me gênait par moment dans le film. C'est typiquement, et ça va sonner très, très étrange et assez horrible même peut-être, mais typiquement, il y a des moments où, en fait, il y a une discussion du coup avec, entre Sepideh Farsi et Fatma Asuna, et il y a des moments où Fatma Asuna parle d'un truc, et Sepideh Farsi dit « Ah, attends, je dois ouvrir à mon chat ». Ça, j'avoue, moi, ça m'a gêné. Je comprends, en fait, je comprends parce que ça rentre dans toute une démarche où elle pourrait... Enfin, en fait, ce qui me gêne, c'est pas nécessairement de l'avoir regardé au montage. Justement, le fait de l'avoir regardé au montage est pertinent. Parce que si c'est arrivé, c'est arrivé. C'est pas grave. Enfin, moi, ce qui me gêne, c'est que ça soit arrivé. J'ai envie de dire, ça me paraît pas très très pro d'avoir ça. Mais en même temps, c'est pas ma conversation. C'est elle qui a cette conversation-là avec Fatma Asuna. Et ce que je note, c'est que par contre, ça a été gardé au montage. Et pourquoi ça a été gardé au montage? Je pense que ça participe justement à tout ce propos par rapport à ce qui se passe là-bas, par rapport à tout ce côté où cette relation de la vie doit continuer. J'ai envie de dire, en fait, ce qui est horrible quelque part, c'est quand vous vivez des événements atroces ou quand vous êtes témoin d'événements atroces. Là, je pense qu'on est tous témoins d'événements absolument atroces dans la vie de tous les jours. Avec ce qui se passe à Gaza, avec ce qui se passe partout, évidemment. Mais en même temps, bah, je sais pas, on a quand même besoin de manger, on a quand même besoin de dormir, et on va vivre tous des événements atroces dans notre vie. On va tous les vivre, hein, bien sûr. Et à côté, et on est témoin d'événements atroces, mais à côté, bah, on doit continuer de manger, on doit continuer de vivre en fait. Et la vie doit continuer son cours, quelque part, parce que sinon, pourquoi se battre? Et moi, je trouve que c'est quelque chose, ça m'avait gêné. Mais plus j'y pense, plus j'apprécie également ces moments-là. Et c'est quand même ce truc où, effectivement, et c'est un truc qui, je trouve, est très moderne aussi. C'est-à-dire qu'on va regarder des images absolument atroces avec tout ce qui se passe à Gaza, et juste après, on va voir une vidéo de chat. On va voir, on va voir des vidéos qui n'ont absolument rien à voir. Parce que l'algorithme TikTok, l'algorithme Instagram, Twitter, tout ça, est fait de telle sorte à ce qu'on ait un melting pot de plein d'ambiances et de plein de choses qui se passent. Et en même temps, il y a plein de trucs horribles qui se passent, quoi. Et en même temps, il y a des moments où on ferme les... Mais en même temps, il y a une phrase qui est très belle dans le film qui quasiment m'a fait chialer. C'est un moment où t'as Fatma Asuna qui dit « Non mais c'est important que tu écoutes. C'est important que tu écoutes, c'est important que tu sois là. C'est important que tu regardes aussi. Même si tu peux pas faire grand-chose, même si tu dois faire d'autres choses à certains moments, juste c'est important que tu écoutes. » Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment super bien sur justement un film sur ce décalage-là, effectivement, entre les horreurs qu'on vit, et quelque part ça se représente également dans toutes ces photos-là. Ces photos-là, elles sont magnifiques. Malgré le fait que ça soit des horreurs, elles sont magnifiques. Et c'est pour ça qu'on peut pas... Enfin, les photos de Fatma Asuna, je trouve, elles rejoignent totalement le propos, où c'est des photos super bien construites, super bien faites. Et ça parle à un moment d'ailleurs de ce côté... ah là, actuellement, c'est la golden hour. Enfin, c'est l'heure dorée, etc. Où c'est vraiment ce truc où, bah, vous savez, c'est à peu près vers 18-19 heures selon les saisons, où il y a la lumière du jour qui commence à baisser, la lumière qui est rayonnante, vraiment qui est magnifique. Et elle note ça alors qu'elle dit ah bah j'ai pas pu manger aujourd'hui. Enfin vraiment c'est horrible presque. Et presque ça peut pousser à rire, et je sais pas. Moi il y a un truc aussi typiquement où je suis rentré dans le film assez dès le départ. C'est que c'est tout bête. Vraiment, et vous allez peut-être me critiquer là-dessus, et vous serez tout à fait en ordre de me critiquer. Généralement quand je vais au cinéma, je prends une petite glace. Et je suis allé du coup dans le cinéma, et j'ai pris ma petite glace au chocolat. Et j'ai commencé... Alors déjà, le film commence dans le silence des plus totales. Et donc j'ai commencé à ouvrir mon emballage et à faire du bruit, beaucoup de bruit dans la salle, ce qui m'a beaucoup gêné, personnellement. Et après, pendant que je mangeais ma glace, il y a le personnage du coup de Fatma Asuna qui dit moi ce que je rêve, c'est de manger du chocolat. Vraiment, j'en ai jamais mangé, je rêve d'en manger, je suis sûr que c'est trop bon. Non, je crois qu'elle en avait déjà mangé avant et tout. Et du coup, je vous avoue que là, je me suis senti, mais l'homme le plus bête du monde. Mais en même temps, encore une fois, ça rentre dedans, quoi. Ça rentre dedans. Ça rentre dans les messages du film. Ça rentre dans tout ça. Et je trouve que c'est vraiment, effectivement, une expérience à vivre en salle, ne serait-ce que pour ça, quoi. Donc bon, moi, mon ventre a gagouillé pendant les silences, j'avais honte. Mais oui, enfin, ne serait-ce que ça, c'est vraiment ce truc où tu vas tousser au pire moment, etc. Où tu vas entendre quelqu'un ronfler dans la salle et te sentir gêné pour lui. Enfin, vraiment, moi, ça là-dessus. Et même moi, il y avait des moments, parce que je l'ai vu en soirée tard. Et il y avait des moments
où j'étais fatigué, où je commençais à m'assoupir, mais en même temps je me disais putain mais faut pas t'assoupir devant ça. C'est quand même, c'est le pire film devant lequel s'assoupir. Et c'est sûr que, en fait, je trouve que c'est un grand film qui questionne énormément, même si c'est gênant, même si c'est dur de le prendre en compte. C'est un grand film qui questionne énormément notre rapport en tant que spectateur à tout ce qui se passe, en fait, à tout ce qui se passe à Gaza et également au cinéma. Et c'est en ça que je trouve que c'est un grand film de cinéma et qu'il faut vraiment le voir en salle. Clairement, pour moi, il faut vraiment le voir en salle à bien des égards, il faut vraiment le visionner en salle. Et c'est pour ça que moi, en vrai, enfin voilà, les films que j'ai conseillés précédemment, Classe moyenne, Une bataille après l'autre, je trouve que c'est des super films et des grands films. Maintenant, s'il y a un film à aller voir en priorité, c'est plutôt celui-là. Foncez le voir. Voilà, politiquement, je saurais pas trop en dire parce qu'il y a des moments où ça parle du chef du Hamas, du chef du Hamas ou de ce qui se passe en Iran, tout ça. C'est des trucs où je suis moins informé, forcément. Moi, ce que j'entends, c'est un témoignage. C'est un témoignage d'une personne. C'est quelque chose où ça peut rentrer d'ailleurs dans quelque chose d'assez pathos, hein, bien sûr. Ça peut être une critique qui peut rentrer là-dedans. Mais je sais que c'est vraiment quelque chose où ça va. C'est impossible de ne pas être touché, je pense, par le film. Ne serait-ce que dans comment il est construit, etc. Je trouve que c'est vraiment un témoignage ultra poignant. Et c'est rare de voir des films comme ça en salle. Donc pour moi, il faut foncer, vraiment foncer le voir. Et foncer le voir en salle, quoi. C'est un grand film artistiquement, donc pas juste un film important. Bah, artistiquement, il y a quand même un truc qui se passe dans cette conversation et dans comment ça se passe. C'est pas juste parce qu'effectivement, je voyais tes commentaires précédemment, Virdgast. En fait, c'est vrai que tu disais il faut savoir distinguer l'objet filmique de sa portée symbolique et émotionnelle. Ça peut être un film techniquement et structurellement pas abouti, mais être un film important et signifiant. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, il y a des films, et c'est d'ailleurs toute la démarche qui est dure, hein, aussi, qu'on peut avoir par moment, c'est de se dire, imaginez. Bon, là, c'est pas le cas. Pour moi, c'est un très grand film, c'est un très bon film. Mais imaginez le film est mauvais. Comment j'en parle? Comment j'en parle actuellement? Comment je dis, bah effectivement, c'est un film important, mais bon, je le trouve pas très bien. Je l'ai dit, il y a des moments de gêne, il y a des moments comme ça, où je me dis que c'est des moments qui peuvent être assez compliqués. Mais comment je parle d'un film qui est à 100% dans mes valeurs? Vraiment à 100%, je rejoins totalement, et je trouve que c'est même important de le mettre en scène, et de le montrer au cinéma, mais je trouve que c'est un mauvais film. Comment je fais ça? Comment je parle de ça? Ça, c'est des questions qui sont compliquées. Heureusement, je vais pas me poser cette question-là pour ce film-là, mais c'est des questions qui sont compliquées. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de films à soutenir en salle. Là, les 4 films que j'ai vus actuellement en salle, je vais parler après d'un autre film, c'est des films que je pense il faut soutenir. Maintenant, c'est des questionnements où en soi je sais que tout le monde n'a pas nécessairement le temps mais en vrai du coup pour moi s'il y a un film à conseiller c'est celui-là, et en même temps si on me dit ah par contre j'ai plus envie de voir le Paul Thomas Anderson, je serai en mode vas-y je comprends. c'est pas je vais pas te juger non plus, je suis pas dans une démarche je suis dans une démarche de boycott personnel. Typiquement ça rejoint ça aussi, c'est pour moi le boycott et le soutien, bah c'est les faces inversées d'une même pièce. Maintenant il y a quand même ce truc où je suis dans une démarche personnelle de boycott. Je vais pas critiquer quelqu'un qui boycotte pas. Je suis dans une démarche personnelle de soutien. Je vais pas critiquer quelqu'un qui va pas soutenir nécessairement parce qu'il a pas le temps, parce qu'il peut pas. Donc voilà. C'est aussi ça où pour moi, enfin, pour Tucson and New Walk, je le conseille d'autant plus que c'est quand même un très bon film. Donc voilà. Je réserve mon ticket, je vais une fois par an au ciné. Ah bah, écoute, en vrai, si ça permet de bouger des gens, moi vous savez, c'est quand même le truc qui me touche le plus. Parce qu'autant des gens qui me disent ah c'est super ce que tu fais, tout ça. Très bien, merci. c'est très gentil. En vrai, c'est très gentil et c'est très sympa. Mais des gens qui me disent, je suis allé voir le film que tu m'as conseillé, mais ça, je peux tomber amoureux. Je peux vraiment, je peux tomber des nues. Je peux vraiment tomber de 50 étages. C'est bon, j'ai accompli ma mission. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont vu Escape from the 21st Century grâce à moi, qui ont vu des films de Pierre Carl grâce à moi, qui ont vu des films vraiment ultra, enfin un peu de niche que je conseillais, qui ont vu Once Upon a Time in Gaza grâce à moi. Je trouve que c'est trop bien quoi. J'avoue je préfère la documentation d'articles, reportages et documentaires en général pour m'informer. J'ai du mal avec le pathos parfois cultivé. C'était ma crainte pour ce film. J'irai le voir si j'arrive à tomber dessus. Bah écoute, Virdgast, encore une fois, c'est le meilleur compliment que je peux avoir. Mais en vrai, voilà, c'est quand même un film où effectivement, comme dans tout film documentaire, comme dans tout film de fiction, il y a de la romantisation, il y a de l'esthétisation. Ça c'est un truc où j'en parlais pour de Nadav Lapid, j'en parlais pour plein de films précédemment. Il faut pas être dupe par rapport à ça, il faut quand même garder son œil critique, évidemment.
Mais voilà quoi. Je crois que j'ai jamais vu un film que t'as conseillé que j'ai aimé. Allez, on continue. Pardon, je te ban, poisson. Mais, mais... mais on continue. On continue du coup avec un film que, pour le coup, je peux également vous conseiller, qui est du coup Continental 25. Alors, j'ai un rapport assez compliqué avec Radu Jude. Puisqu'on m'a dit que c'était Radu Jude. Donc j'espère que c'est bien ça. J'ai un rapport assez compliqué parce que j'ai vu récemment du coup son N'attendez pas trop de la fin du monde. J'ai détesté. En vrai, j'ai pas aimé. C'est pas que j'ai détesté, c'est que je ne suis vraiment pas rentré dedans. Et en fait, on me l'avait beaucoup vendu. On m'avait dit que c'était un film fou, etc. Et alors, moi, un truc que je comprends pas avec Radu Jude, c'est les gens qui trouvent qu'il est fou. Qui disent que c'est un type qui est extrêmement. Qui disent que c'est un type barré, etc. Je trouve que justement, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que moi, les films de Radu Jude, je vois avec notamment ce Continental 25. Je trouve que justement, c'est des films qui parlent d'un calme et d'un froid inhumain qu'il peut y avoir dans la société actuelle, qui est vraiment effarant et qui montre justement une sorte de folie latente, mais qui est pas montrée d'une manière folle en fait. Moi je sais que... Pardon. Là actuellement il y a toute une rétrospective Radu Jude au MK2 Bibliothèque en association avec le centre Pompidou qui est actuellement fermé pendant 5 ans. Et je sais qu'il y a quand même ce côté où... comment dire? Moi, j'ai du mal personnellement avec Radu Jude par rapport à N'attendez pas trop de la fin du monde, mais je trouve que dans Continental 25, moi, ce que j'ai adoré le film. Hein. Dans Continental 25, justement, ce que j'adore, c'est que c'est un film sur ce côté où on est devenu inhumain par la force des choses de manière très mécanique, parce qu'on a un rapport vraiment purement... En fait, je trouve que les films vont vraiment interroger... Ces films vont vraiment interroger une sorte de morale et d'amoralité, justement. À la limite, je comprendrais les gens qui trouveraient que Radu Jude est amoral. Parce qu'il va justement interroger cette moralité qu'on peut avoir. Parce que, pour expliquer du coup le plot de Continental 25, pardon, j'ai pas expliqué, c'est que, en gros, ça parle du coup d'une huissière qui s'appelle Orsolia Ionesco, qui vit du coup en Transylvanie, qui est, je crois, il me semble, hongroise d'origine, et qui là du coup est en Roumanie. Et parce que pareil, alors il y a un écriteau au début, mais qui a flash pendant 5 secondes le temps que je range mes affaires, où il y avait écrit, alors tel truc, quand tel sous-titre est en blanc, c'est que c'est en roumain, quand tel sous-titre est en jaune, c'est que c'est en hongrois, et quand tel sous-titre est en bleu clair, c'est que c'est en allemand. Ça parle quasiment jamais allemand, les genre 3 phrases. Et en gros, du coup, cette huissière travaille du coup est censé expulser quelqu'un qui vit dans un sous-sol d'un immeuble, genre vraiment dans la buanderie, dans la chaudière, je sais plus exactement. Et il se trouve que cette personne du coup se suicide. En fait, quand on lui donne l'avis d'expulsion, qu'on lui dit là par contre il faut vraiment partir, j'ai essayé de repousser le truc mais il faut vraiment partir, bah, la personne se suicide. Et en fait je trouve que là où le film est ultra pertinent, c'est que ça va pas aborder la peine de ce bonhomme qui vraiment en plus qui est vu comme quelqu'un qui est ultra marginal, etc. En fait, ce que je trouve ultra pertinent, c'est que c'est des films qui vont jamais aborder la peine que peuvent ressentir des gens qui ont vécu des choses absolument horribles. En tout cas, du peu que j'ai vu, hein, de N'attendez pas trop la fin du monde et de Continental 25, même si N'attendez pas trop la fin du monde, j'ai pas trop aimé, tout ça, mais c'est pour d'autres raisons. C'est que je me suis fait chier, tout simplement. Là, je me suis beaucoup moins fait chier. C'est que je trouve que c'est des films qui vont jamais aborder la peine des gens qui ont vraiment souffert, plus que la peine des gens qui doivent côtoyer ces gens qui ont souffert et qui doivent soit annoncer des trucs un petit peu, soit dire des trucs un petit peu chiants dans le cas typiquement de N'attendez pas trop la fin du monde, soit qui doivent vivre avec la culpabilité de se dire ah j'ai potentiellement tué cette personne en lui disant ça, et qui en même temps va constamment devoir conjuguer avec le réel et va constamment devoir continuer de vivre. C'est aussi pour ça quelque part que je le rapprocherai de manière assez peut-être abjecte de Put Your Soul in Your Hand and Walk. C'est que je trouve que c'est aussi un film qui va aborder ce côté de cette absence de morale totale de la part du personnage principal, enfin, et en même temps d'un aspect moral personnel de se dire ah mais quand même j'ai vécu des choses horribles. Et typiquement Mister HS qui dit perso j'ai pas été pris, genre les plans de 25 minutes de dialogue sur la Transylvanie qui viennent de nulle part. Je comprends, mais typiquement
je trouve qu'il y a aussi un truc où il y a beaucoup de dialogues qui sont à chaque fois assez significatifs. Et où je trouve que c'est justement... Parce qu'encore une fois, moi ce que je déteste, c'est les gens qui disent Radu Jude, c'est un fou, etc. Je trouve que Radu Jude, il a rien de fou, il est juste assez chirurgical pour montrer les paradoxes qu'on peut avoir dans notre société moderne, où en fait on va être totalement déshumanisé par la force des choses, par le fait qu'on va jamais regarder l'autre et qu'on va toujours le mettre dans un coin. Et là du coup c'est le portrait de personnes qui sont SDF, d'une personne qui est SDF. Et une personne qui est SDF, en fait, typiquement, il y a tout un dialogue où il y a une personne qui dit j'aurais préféré qu'il soit mort plutôt que de le voir. Et plutôt que de le voir et de le voir au loin, etc. J'aurais préféré qu'il soit mort, au moins je serais tranquille et j'aurais pas à le voir. Et en fait, c'est constamment des rapports comme ça, où c'est des réflexions ultra amorales que personne n'est censé donner. Et ouais, ça se rapproche pas mal de Haneke. Mais par contre, c'est jamais des réflexions qui sont folles, entre guillemets. C'est des réflexions qui sont tout à fait... que je pense que beaucoup de gens ont eu dans leur vie et qui sont justement banalisées. Et c'est cette banalité qui est vraiment atroce et qui est montrée de manière atroce dans les films de Radu Jude. À la limite, voilà, des réalisateurs fous. Moi, je sais pas, je mentionnerais du Harmony Korine, du Larry Clark, à la limite plus du Gaspar Noé, Léos Carax, des trucs du genre, ou du John Woo, je sais pas. Mais pour moi, Radu Jude, dans sa forme, justement, il est ultra carré et il est ultra académique, justement. Et c'est ça la force aussi. Donc bon. Alors j'ai pas encore vu celui-ci, mais du peu que j'ai vu, c'est à l'opposé d'Haneke. Bah, en fait, c'est à l'opposé dans le sens où Haneke va aborder des trucs qui semblent amoraux, mais où en soi c'est humain. Et là, il va aborder des trucs qui sont amoraux, vraiment, mais qui sont inhumains aussi. Enfin, c'est vraiment ça aussi où je trouve que c'est assez... c'est assez... En fait, il va vraiment aller à contre-courant, je trouve, de la vie, Radu Jude, où il va aller dans un côté très mécanique, très froid, mais très cynique également. Parce que c'est des films à toujours à prendre également au second degré par rapport à son rapport à soi-même, etc. Et je trouve que, perso, enfin, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, qui est très drôle. À plein de moments, il est très drôle. Perfect Days est mentionné à un moment. Voilà. La liste de Schindler également. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est le seul Radu Jude que j'ai vu, mais venant de potes beaucoup plus fans de Radu Jude, ce film est loin de son style habituel. Ok, bah du coup je juge pas trop nécessairement, mais je trouve que celui-là, en tout cas, je vois pas la folie non plus. Hein, mais en même temps, c'est pas non plus un défaut. Hein, je trouve que le film est super intéressant en tant que tel. Donc vraiment, je trouve que c'est super bien. C'est un film que je conseille. Ces longs plans, très lents, où il se passe pas grand chose, personnellement j'adore. Je suis pas censé adorer en plus, hein. Il y a des moments où ça me fait chier, mais là j'adore. Et en fait, il y a plein de petits détails. Typiquement, voilà, là il est en train, du coup, la personne sans abri est en train d'être expulsée. Et juste, il y a un type qui lui met sa flashlight dans la gueule et lui qui est censé constamment la couvrir comme ça. En fait, il y a énormément de petits détails dans plein de scènes. Je pense à une autre scène également qu'on a vu un peu plus tôt, il me semble. Où voilà, c'est la scène voilà, du repas comme ça. Où en fait, il n'y a que des jeux de micro-regards et des jeux vraiment de petits moments de gêne. Où en fait, parce que du coup, ça, c'est un de ses anciens élèves qui étudiait du coup des citations zen, etc. Des trucs de méditation, je sais pas quoi. Et des trucs de comment... Enfin, c'est quoi le zen, c'est quoi machin. Pas l'émission de Maxime Biaggi et Guillaume Cujo, hein, bien sûr. Mais c'est quoi être zen, entre guillemets. Et du coup, bah, t'as ce perso qui va que te raconter des anecdotes, etc. Et et des histoires à dormir debout. Et à côté, elle qui, au bout de la deuxième, elle en a marre. Au bout de la deuxième, elle en a marre, elle veut juste boire, etc. Elle en a rien à foutre. Et ça se sent à chaque fois, à chaque image de son visage. Et je trouve que c'est ultra pertinent aussi. Il y a tout un rapport pareil à la religion, où la religion est vue comme quelque chose qui est vraiment pas naturel, où c'est quelque chose où elle va se recueillir dans la religion, alors qu'en vrai, elle en a un peu rien à foutre, juste parce que bah, c'est ce qu'il faut faire, entre guillemets. Donc vraiment, c'est fou, quoi. Dans Bad Luck, ça commence sur du porno, ça enchaîne sur l'errance d'un perso et la caméra qui dévisse constamment de celui-ci pour s'attarder sur la ville, les gens, la Roumanie, puis au milieu, ça devient du Godard bizarre et à la fin, ça finit en satire morale. Ok, bah du coup, celui-là, il a l'air beaucoup plus carré, en vrai. Peut-être que, en vrai, c'est probable que Radu Jude soit un peu plus fou dans sa carrière, mais moi, encore une fois, n'attendez pas trop de la fin du monde et Continental 25, qui sont mes seuls contacts vraiment avec ce réel-là. Bah, je trouve qu'en vrai, c'est assez soft, quoi. C'est un petit peu ça.
Donc en tout cas, moi c'est un film que je vous conseille vraiment énormément. Je pensais pas vous le conseiller parce que moi, Radu Jude, encore une fois, de base j'aime pas, hein. De base j'aime pas trop, de base je suis pas trop dedans, etc. Enfin voilà. Mais là j'ai vraiment vraiment kiffé. Donc effectivement, je ne peux que vous le conseiller. Je ne peux que vous dire d'aller voir ce film-là. Et voilà quoi. Et voilà. En tout cas, ça a été une belle semaine pour le cinéma, entre une bataille après l'autre, classe moyenne, Put Your Soul in You and Then Walk et Continental 25. Ça a été une très très belle semaine pour le cinéma. Donc bravo.